Allez, bonjour à tous. Merci d'avoir répondu présent ce soir pour parler d'un sujet explosif. On va commencer par se présenter, après on va vous expliquer le principe de la soirée. Alors moi, c'est Victorien Chouankam, je suis Project Manager chez Ippon Technologies et je suis accompagné par Elisabeth. Bonsoir à tous, c'est Elisabeth Zaslawski. Je suis chez Hippon depuis plusieurs années. J'ai passé par des étapes industrielles, mais aussi de coaching agile, de Scrum Mastering. Je suis product owner. Je suis également manager au sein d'Hippon. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet un peu compliqué pour nous parce que nous on vient du monde de l'agilité. Là, dans le monde de l'agilité, on a connu plusieurs rôles, Scrum Master, Product Owner. Et l'histoire a commencé à Halloween, quand j'échangeais avec Elisabeth qui m'expliquait qu'en fait, elle allait passer de rôle de Scrum Master à rôle de Product Owner. J'étais très ravi, mais la discussion est allée un peu plus loin parce que Elisabeth, tu sentais qu'aujourd'hui le marché sur l'agilité autour de ce rôle était un peu en péril. C'est ça? Effectivement. Alors, il y a plusieurs choses en fait à prendre en compte. Il y a mon histoire à moi. Donc moi j'avais saisi une opportunité de ne pas prendre un rôle de Scrum Master, mais plutôt prendre un rôle de Product Owner, dont j'étais ravi de prendre parce qu'il y avait des opportunités, un univers technique, un univers organisationnel qui me plaisait énormément. Donc je n'y allais pas vers ce rôle-là il y a quasiment un an. Pour répondre à un besoin du marché, mais parce que ça suivait le cours de ma carrière d'une façon plaisante. Maintenant, il y a une autre chose. Ah, mon micro grésille un peu. Prends l'autre. Voilà. Maintenant, il y a une autre condition à prendre en compte, c'est que je suis aussi un manager. Et en fait, avec nos équipes, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure que nos consultants ont des missions tout simplement intéressantes et qui conviennent à leurs compétences et qui alimentent leur carrière pour un avenir qui leur, qui leur va bien. Ah, super, merci Seb. 11, Seb 11. Et on s'est rendu compte que consultant après consultant, eh bien, on a de moins en moins d'opportunités en Scrum Mastering pur tel qu'on a pu le connaître, mais de plus en plus de rôles tout simplement de Product Owner, tel qu'on le connaissait aussi. À prendre en compte aussi une information qui était intéressante, c'est que dans notre practice, donc notre guilde de Product Owner et d'Agiliste, on avait une année ou c'était l'inverse, c'est-à-dire que tous les Scrum Masters étaient tous complètement opérationnels et on n'avait pas assez pour combler tous les besoins de mission. Et on avait des Product Owners un petit peu sur le banc qui attendaient leur tour et on n'arrivait pas trop à alimenter des missions, il n'y avait pas de besoin. Donc quand il y a eu un shift, pardon, on s'est dit, ça se trouve, c'est peut-être passager, mais ça se trouve, non. Et donc, on va en parler avec vous aujourd'hui. Alors, disclaimer, hein, on va parler des rôles de l'agilité. On ne veut vexer personne. Ne le prenez pas personnellement. Nous, on fait un constat. On veut créer du débat. On veut créer des discussions. Donc, bien sûr, on va poser des questions un peu provocantes, mais ça sera toujours dans l'idée d'aller au-delà des premiers a priori et de créer du débat. Nous, c'est ce qui nous intéresse, c'est discuter, échanger et aucune action personnelle. Comment ça va se passer? Alors nous, on n'aimerait pas être les seuls à parler parce qu'Elisabeth et moi, on aime bien parler, mais on aime bien écouter aussi, peut-être lié à nos métiers. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire un format qui s'appelle le fishbowl. C'est quoi ce format? Il y a deux chaises en face de nous. Ce sont des chaises qui sont ouvertes au public. Donc, si vous avez envie de prendre la parole, vous pouvez venir prendre un micro, vous asseoir avec nous et échanger sur les sujets qu'on va aborder. Je vous listerai les sujets dans quelques minutes. L'idée, c'est qu'en fait, il faut toujours qu'il y ait une chaise vide. Donc, il y aura des rotations. Lorsque la troisième personne vient s'asseoir, on discute avec la troisième personne. Si une autre personne du public souhaite prendre la parole, elle peut venir s'asseoir sur la quatrième chaise et une des trois autres personnes doit libérer une chaise. Et ça va faire une rotation pour que tout le monde puisse échanger, partager son expérience personnelle et que ce ne soit pas qu'une discussion entre deux personnes. Je pense que ça peut être intéressant. Les sujets qu'on va aborder ce soir, on va se donner 20 à 30 minutes par sujet environ. Le premier sujet, c'est le rôle de Scrum Master. Est-ce que ce rôle est appelé à mourir aujourd'hui ou pas? Je vous ai dit que ça allait être un peu provocateur, ça commence comme ça. Deuxième sujet, PO et PM. Est-ce que c'est une séparation dangereuse? On entend souvent parler des rôles de Product Owner, Project Manager qui doit souvent être côté métier. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une mauvaise idée? On va en parler. Et à la fin, on va s'ouvrir un peu sur les rôles de Project Manager qui se spécialisent, Project Manager Data, IA, Cloud. Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller vers des spécialisations qui ne sont pas nécessaires? On va également en débattre.
Donc, je vous propose de commencer par le premier sujet, le rôle de Scrum Master. Est-ce qu'il est appelé à mourir? Elisabeth a déjà donné quelques éléments. Et on va un peu surfer sur la vague de Scrum Live, qui est une communauté Scrum qui existe, dans laquelle beaucoup de personnes du monde de l'agilité se retrouvent. Ils donnent des formations, ils ont des vidéos rigolotes en ligne. Et il y a 2 jours, ils ont abordé exactement ce sujet, en expliquant qu'en fait, ce rôle, il n'arrivait plus à se positionner de façon pertinente chez les clients. Aujourd'hui, on cherche plus des gens qui font plutôt que des gens qui expliquent la méthodologie. Et donc, moi, je partage un peu leur avis. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi, Elisabeth. Alors, elle est intéressante, cette vidéo de Scrum Life, qui est très récente. Parce qu'effectivement, en fait, ils annoncent aussi autre chose. Ils annoncent carrément la réduction, voire la fin de leur service de formation. Alors ça m'a étonné vraiment, parce que je ne suis pas sûre que ce soit une excellente idée, parce qu'avec la réduction justement des postes dévoués à réexpliquer les choses, les b.a.-ba et les genèses, peut-être qu'on va s'éloigner un petit peu des pourquoi. Par contre, ça montre une vérité qui est sanglante, c'est il y a moins de demandes sur ça. Maintenant, ouais, tu voulais réagir? Oui, mais ce manque de demande, est-ce que c'est lié au fait que les organisations deviennent de plus en plus matures, à ton avis? Ou est-ce que c'est simplement lié au fait que ce rôle, depuis le début, n'avait pas été bien pensé? Est-ce que pour appliquer une méthodologie, il faut vraiment, entre guillemets, encore c'est provoquant, un chef qui va venir t'expliquer comment appliquer la méthodologie pour que ça marche? Alors, je vais reprendre parce que je sais si on va nous écouter. J'espère que les gens vont réagir sur le mot méthodologie. Le mot méthodologie. On est censé être dans un état d'esprit, une acculturation des outils et des méthodes, évidemment qui sont importantes. On sait que les échecs liés à des transformations ne sont pas dus à des outils, mais des outils mal utilisés, et donc à cette acculturation. Sinon, autre chose qu'on a constaté chez nos clients, c'est que je pense aujourd'hui, sur le marché, il y a un clivage pour faire simple, entre 2 mondes. Il y a un monde qui a encore besoin de se faire accompagner de façon très, très rapprochée sur pourquoi ça sert ces outils-là, à quoi ça sert et comment est-ce qu'on les instaure, qui aurait encore besoin des rôles d'accompagnement très forts. Et un autre monde, un autre type de marché où, finalement, la majorité des personnes qui sont dedans connaissent déjà en fait et la culture et la méthode et les outils. Et ce que j'aime bien dire aussi, c'est que souvent les Scrum Masters, les coachs agiles, on aime expliquer la culture et les outils par contraste avec, j'ai envie de dire, l'ancien monde, l'ancien temps. Ça ne nous rajeunit pas, mais effectivement, l'ancien monde, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on préfère donner du feedback rapproché plutôt que mettre 3 mois à rédiger un cahier des charges avec des spécifications exhaustives, 3 mois avec des retards et des amenements de 2 mois supplémentaires, ce qui nous amène à quasiment 6 mois de rédaction d'un cahier des charges, pour qu'ensuite on se rende compte qu'il y a énormément de choses qui sont pas adaptées ni au client, ni à l'utilisateur final, ni réalisables techniquement. Et là, en fait, on aime bien revenir sur ce monde-là pour dire, en fait, voilà, on pense qu'il y a une meilleure façon de faire. Sauf qu'aujourd'hui, dans certains milieux tech, fort heureusement, on a des populations jeunes qui sortent aussi d'école ou qui ont vécu dans d'autres milieux qui sont déjà passés par des transformations. Et en fait, eux, au final, ils savent plus de quoi on parle quand on parle de cahier des charges. Donc en fait, ils comprennent plus de quoi on parle et pourquoi est-ce qu'on met autant d'accent là-dessus, pourquoi on est autant traumatisé par ce monde-là. Donc ils disent oui, mais non, mais c'est bon, on va faire une review toutes les 2 semaines, ça me paraît évident. Ça me paraît évident que si j'ai pas du sens dans mes user stories, si je comprends pas qu'est-ce que fait l'utilisateur final avec, que ça va me déranger en tant que développeur. Et c'est génial en fait, c'est une super bonne nouvelle. Donc dans un sens, je pense que c'est aussi le signe qu'il y a un travail qui a été fait par l'ensemble de la communauté, que ce soit les product owners, les agilistes, les scrum masters, mais aussi des crafteux. Bienvenue Cédric. Peut-être que je vais te passer mon micro si celui-là est grésille. Et que peut-être qu'il y a un travail qui a été plutôt fait, quoi. Bonsoir Cédric. Qu'est-ce que tu penses de... Alors je voulais juste réagir après, je te passe... Micro grésille ou pas? Son micro marche? Juste...
Moi, le sentiment que j'ai aussi, c'est que finalement, en termes d'animation, ce rôle n'a pas tant disparu que ça. En effet, je pense que les organisations s'approprient de plus en plus ces rituels, daily, rétrospective, sprint review, tout ce qui va bien. Cependant, je pense que cette activité a commencé à s'intégrer aussi dans un autre rôle, qui était le rôle product owner, qui était un peu à côté du Scrum Master au début, mais qui finalement s'approprie l'animation de ces cérémonies et qui, je peux comprendre un client qui se dit, j'ai un product owner qui est capable de me construire le produit et d'animer les cérémonies. Pourquoi j'irais sur 2 profils pour faire ces deux choses de manière différente? C'est qu'il y a vraiment une plus-value à avoir un profil spécifiquement pour animer des choses? La question se pose. Mais bienvenue à toi, Cédric. Merci beaucoup. Bonsoir Elisabeth, bonsoir Victorien, bonsoir le chat, bonsoir Séraphin. Hello, Séraphin. Effectivement, j'avais 3 points et ça c'est un des points. C'est un des points sur. On avait parlé en cross practice, en cross corps de métier. Quand on s'est pas mal posé de questions sur la partie craft et agilité, je me rappelle, on avait fait des interventions un petit peu ensemble sur cette partie-là, sur le fait de dire que les Scrum Masters sont souvent positionnés sur la partie animation, de ritualisation de l'équipe en elle-même, et souvent portés sur quelque chose qui est plus de la posture, plus porté vers le product owner, vers comment est-ce qu'on fait pour co-animer cette équipe, co-animer un backlog, construire cette partie-là, ritualisation. Et sur la partie craft, on est plutôt sur l'inverse explicitement. Souvent, les coachs craft sont très très portés sur la méthodologie de travail, sur les outils de travail, sur comment est-ce qu'on fait pour faire émerger du code qualitatif, cette partie-là. Et pour autant, j'ai l'impression que Scrum Master et coach craft, on est tous les deux finalement des sortes de coachs de l'agilité ou à essayer de craquer, de résoudre des points de douleur sur le terrain. Et donc, un des éléments de réponse que j'aurais là-dessus, effectivement, c'est que comme les Scrum Masters sont plus portés sur la partie posture, coaching PO, j'ai envie de dire, en tout cas l'agilité au niveau du produit en lui-même et de la valeur utilisateur qu'on essaie de livrer, les PO commencent à absorber un petit peu cette connaissance et il y a de moins en moins t'en parlais sur la notion de cycle en V, de cahier des charges, ce shift finalement commence à passer. Donc c'est-à-dire que c'est quand même une bonne chose. Parce que quand les Scrum Masters viennent dans les équipes, ils nous disent toujours à raison, je suis pas là pour remplacer, pour prendre moi-même à part entière, à vitam aeternam, un rôle d'animateur, d'animatrice. Je suis là pour vous amener de la connaissance, de la réutilisation, et normalement, si tout marche bien, je suis censé partir. Donc, si tout marche bien dans la société, le rôle de Scrum Master devrait disparaître. Mais le rôle de coach, de manière générale, après, le disparaître, c'est pas tout ou rien. Il y a jamais de tout ou rien. Mais dans la masse globale salariale ou on va dire des projets qui eux-mêmes sont passés de projet à produit au fur et à mesure du chiffre de culture, on devrait arriver à de moins en moins de Scrum Master et donc peut-être effectivement plus de bench ou plus de changements, de shift, quelque chose qui peut faire peur potentiellement à l'échelle de quelques années, mais quelque chose qui devrait se passer naturellement. J'ai juste un troisième élément aussi de réponse là-dessus. Il y a le marché aussi. Le marché, on l'a vu, il se contracte quand même beaucoup actuellement. Sur 2024, on a quand même globalement beaucoup subi. Les entreprises sociétés de services, mais même les entreprises, on va dire en tout genre, il y a une grosse contraction du marché. Et souvent, la formation, le coaching, c'est une grande part de formation. La formation, c'est ce qui saute un peu en premier quand il y a moins d'euros. Quand il y a moins d'euros, on se dit, peut-être qu'on va les investir autrement. On va peut-être prendre moins de temps libre pour nous, pour monter en compétences, mais plus pour notre business, pour investir dans les choses, entre guillemets, qui nous paraissent plus vitales à court terme. Et donc, ce serait aussi un élément de réponse qui, peut-être sur 2023-2024, nous a rarifié cette notion de coaching qui est vécue à travers des rôles de Scrum Mastering. Tout à fait. J'aimerais rebondir sur le deuxième point que tu as évoqué, et je me demande à quel point dès le début, parce que la phrase que tu as sortie, j'ai déjà entendu des Scrum Masters me dire mon rôle est accompli quand on n'a plus besoin de moi. Je me demande à quel point ce rôle, dès sa genèse, n'était pas déjà éphémère, d'une certaine façon. C'est-à-dire, est-ce que c'était un rôle qui est amené à devenir un métier, ou est-ce qu'il n'aurait pas dû rester en tant que rôle temporaire à un moment donné pour accompagner les équipes? Et s'il y a des Scrum Masters dans la salle, n'hésitez pas à venir prendre la parole, même des Product Owners ou des personnes qui ont déjà travaillé avec des Scrum Masters. Ça nous intéresse de savoir ce que vous avez pensé de ces expériences-là. Alors moi, ça m'intéresse de connaître vos expériences, mais je peux déjà répondre sur 2 parties à ce point-là. Alors le Scrum Guide, pour le Scrum Guide, il n'y a pas question de rôle éphémère. Pour le Scrum Guide, le cadre de travail contient tous les rôles, toujours. Maintenant,
il y a effectivement chez le Scrum Master une subtilité où notre grand rêve, c'est de vous rendre autonome, hein, et ne pas avoir besoin de nous pour vous parler entre vous. Maintenant, il y a une autre vérité qui est plus proche du terrain et qui a été observée via en fait plutôt dans la science des organisations et la science humaine, c'est que rien n'est linéaire. C'est-à-dire que l'espèce humaine est très chaotique et en fait, on parle d'un cycle de vie dans une équipe composé grandement en 4 parties où au début on se réunit, on se connaît pas, c'est un peu chaotique, on se cherche. Ensuite, on atteint, on va dire, une montée en compétences en tant qu'équipe. Ensuite, on atteint, on va dire, notre niveau de performance où ça roule, c'est la routine, on est bien, on sait ce qui fait quoi. Et c'est exactement à ce moment-là, où on ne peut pas rester dans la performance constante. Et c'est là où on peut que baisser, malheureusement. Et en fait, c'est là où on intervient un petit peu un coaching un peu plus senior, dans le maintien finalement de la linéarité qui sera jamais celle qu'on veut. Maintenant, il y a une phrase que j'aime bien parce que moi, à la base, je suis art et métier et l'enseignement d'ingénieur généraliste art et métier, c'est tu es un bon ingénieur si on n'a plus besoin de toi. Donc, j'aime bien aussi encore cette phrase et je pense qu'elle est encore très très appliquée à notre métier de consultant dans le numérique. Finalement, quand on a fait un très très bon taf, on n'a plus besoin de nous, on peut aller réparer les choses ailleurs. Et alors, je te laisse la parole, Arnaud. Il y a un autre point que j'aime beaucoup que tu as évoqué aussi, Cédric, et je te rejoins là-dessus énormément, c'est que les Scrum Masters ont beaucoup été en binôme très rapproché avec les Product Owners. Et au final, je pense qu'il y aurait beaucoup à travailler pour que le Scrum Master aide dans l'itératif, dans le code, sans pour autant être un expert tech. Il y a beaucoup de choses à faire. Et en fait, vous le faites, vous, les coach craft, d'une très très belle façon. Et d'ailleurs, pour rappel, et j'aime bien le rappeler, les devs, est-ce que vous connaissez le manifesto craft? Arnaud, toi, tu t'en souviens? Et est-ce que, alors je vois des noms aussi, des têtes, le manifesto craft, c'est une version très améliorée et appliquée au numérique du manifesto des valeurs agiles. Voilà pour rappel, donc on va pas les énoncer. Et je passe la main à Arnaud. Yes, merci. Déjà, merci d'organiser cette petite soirée, c'est vraiment top. Vous étiez intéressé par quelques retours d'expérience. Oui. Du coup, ça fait 7 ans là que je suis chez Ypon, 6 ans. Et j'ai d'abord j'ai eu la chance d'être dans des équipes craft, donc avec des personnes qui ont déjà cette bonne connaissance craft. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que quand elles appliquent le pratique craft, forcément, l'agilité vient avec. Tu viens de citer le manifeste craft, et effectivement, c'est la continuité en fait du manifeste agile. Donc, si on applique ce qu'on veut sur le code et avec les bonnes pratiques craft, forcément, l'agilité vient avec. Donc là, dans ces équipes-là, on n'avait pas vraiment besoin de Scrum Master parce qu'en fait, on avait déjà ces méthodos. On avait peut-être besoin de temps en temps d'un petit rappel, mais on n'avait pas vraiment besoin d'un rôle à part entière d'un Scrum Master. À contrario, j'étais aussi dans une équipe, je travaillais dans une boîte qui faisait de l'assurance, donc un peu à l'ancienne, donc une grosse structure. Et les développeurs étaient très fans de craft, donc les développeurs n'avaient pas besoin de ça. Par contre, le rôle du Scrum Master, et c'est bien qu'il soit intervenu, c'est qu'il faisait un peu la passerelle entre la façon archaïque de travailler de la direction, des têtes pensantes qui avaient encore le cahier des charges, un budget à respecter, des roadmaps à suivre, une entreprise à gérer, donc où tout était processé, un peu trop processé. Et nous, on voulait aller de l'avant avec des bonnes pratiques et tout ça. Grâce au Scrum Master, il a pu faire l'effort que nous, on n'aurait pas trouvé les mots, on n'aurait pas forcément eu l'énergie de mettre ça en place. Et grâce à ce Scrum Master, on a pu remettre un peu les choses carrées avec des bons process, des process choisis. Donc refaire des réunions qui servent à quelque chose et pas juste des réunions où il y a des personnes qui sont là pour rien. Voilà, faire des vrais retours, des vraies rétrospectives où on prend en compte, on prend des actions, des choses où avant, on prenait des actions, mais c'est des actions qu'on avait déjà depuis 1 an, qu'on n'arrivait pas à mettre en place. Et grâce au Scrum Master qui a réussi à trouver les bons mots, c'est vraiment agréable de travailler avec lui. Même si moi, je pense que j'en ai pas besoin personnellement, mais je pense que ça peut être utile quand on doit dialoguer avec des personnes qui sont pas à l'aise avec nos nouvelles façons de travailler. Ok. Une sorte de relais qui accompagne la transformation au niveau de la direction, finalement. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais. D'accord, intéressant. C'est vrai qu'ils ont souvent l'avantage également de ce rôle-là, que ce soit Scrum Master ou Coach Agile, c'est qu'ils ont toujours eu
d'emblée ce positionnement un peu, de par le fait de se positionner Facilitateur. comme coach agile, ils ont toujours ce positionnement où la direction leur faisait toujours confiance, d'une certaine façon. Ce sont des personnes qui apportent de nouvelles façons de travailler, des transformations. Donc, j'ai envie de dire, l'accès pour eux à ces personnes, à ces sponsors pour pouvoir transformer de façon globale a toujours été un peu, j'ai l'impression, un peu plus simple que C'est l'accès la à d'autres casquette métiers. vraiment, C'est la ça. casquette de Scrum Master donne confiance là C'est où ça. nous on l'a pas forcément. Nous on est là pour coder, Mm. un peu à l'ancienne où voilà on est les exécutants mais on n'a pas la casquette de coach ou de conseiller. Mm. C'est un peu dommage mais voilà c'est encore comme ça dans certaines boîtes et je pense que là il a vraiment son rôle à jouer. Ok. Moi, j'ai une question pour toi. Justement, en tant que doer, en tant que tech, en fait, est-ce que tu as eu déjà une mission où tu n'avais ni PO, ni Scrum Master, ou un autre rôle équivalent, et où tu as trouvé ça difficile de devoir à la fois assurer la responsabilité technique et à la fois la responsabilité de communication et d'organisation et de planification? Oui, je pense que c'est déjà arrivé et c'est vrai que parfois c'est pesant d'avoir ce double rôle et on a du mal à mettre la frontière là où on doit s'arrêter à chercher les infos et enfin à quel moment on doit s'arrêter de jouer un peu le rôle de PO ou de Scrum Master et on ne sait pas vraiment où est notre place à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est un peu douloureux et là on aimerait, c'est ma mission actuelle, j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui vienne nous soutenir à ce niveau-là. On a du mal, c'est très chronophage d'aller chercher des informations, d'aller discuter avec le client, avec le sachant, celui qui a besoin de l'application. Et parfois, ça empiète sur la partie où on coderait, et du coup, ça nous ralentit aussi à coder. Et en plus, on n'a pas forcément les bonnes pratiques là-dessus, on n'a pas forcément le bon vocabulaire. Mhm. Enfin, moi, je suis moins doué à l'oral pour aller dialoguer avec le client. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé là un PO ou un Scrum Master voilà, qui fasse un peu le pont comme j'avais. Même si je pense pas à un plein temps qui soit là pour me chapeauter, enfin, ça soit utile, mais quelqu'un qui facilite un peu la chose. Ok. Donc vraiment Scrum Master, coach agile en tant que facilitateur interne. Ouais, plus facilitateur Pour, plutôt qu'un vrai rôle qui va D'accord. avec des missions préétablies. Ok. Alors moi, j'ai presque entendu plus le rôle d'un PO qu'il décrivait là. Bonne transition. Ah, bah, mais comme- non, comme Ah. Scrum Master, En fait, ouais, bah, PO, Bonne slash Scrum transition. Master. En fait, ça me faisait penser à ça, mais ça me faisait penser aussi à autre chose, c'est que euh, au final, quand un dev, alors là tu dis client, mais j'imagine que tu parles d'un stakeholder, parce qu'en fait, il y avait une pratique qui était vraiment vue comme le saint graal, c'est le dev qui va voir l'utilisateur final. Et ça, c'était vu comme vraiment le top du top, que ce soit dans l'agilité ou le craft. Mm. Et en fait, on est dans un terrain un petit peu sombre où, à la fois, c'est ce qui est très préconisé et très attendu. Donc vraiment le dev super-héros qui fait tout, et en plus qui va sur le terrain regarder et qui utilise son code. Et en même temps, on revient un peu dans le monde réel où on se rend compte qu'en pratique, c'est tout pas dépend si facile qui on a que en ça. face. J'ai eu la chance aussi d'avoir une bonne mission où on était vraiment avec le client final. Donc le client final, en plus, il était à Paris et puis il allait sur le terrain. On faisait une application pour vendre des services et puis il allait voir les personnes qui vendaient les services et on avait le retour directement. Il nous a même invités à aller faire ces services-là. Donc on est allé à Paris faire de la cryothérapie parce qu'on vendait des services de cryothérapie. On a fait une séance de cryothérapie et on s'est rendu compte de l'application de la réservation de la séance de cryothérapie jusqu'au fait d'y aller. Et le client, il a vraiment joué le jeu. Mais parce que le client jouait le jeu, c'était possible. Parce qu'il comprenait aussi qu'il avait besoin que nous, on avait besoin de ses retours pour faire l'application. Mais si le client ne joue pas le jeu, c'est sûr, on a beau lui poser toutes les questions, s'il n'est pas coopératif, ça sert à rien. Top. Merci beaucoup pour ton retour, Arnaud. Je passe la parole à Alban et je suis très content de te voir. Je voulais que tu viennes commenter. J'y vais. Ouais. Je t'écoute. J'ai des choses à dire. Ouais, moi, je suis consultant produit, product manager, product owner, parfois un peu de coach sur la partie produit. Et en fait, moi, je suis fatigué. Je suis fatigué parce que le rôle de Scrum Master, il se repose vraiment sur les épaules du PO. Et le PO, ça lui fait 2 fois plus de boulot. Donc moi, sur mes 2 dernières missions, sur la mission sur laquelle je suis aujourd'hui, sur la mission que j'étais avant, ce qui était Decathlon, aujourd'hui EDF, il n'y avait pas de Scrum Master. Et ça m'a vraiment fatigué. Parce que du coup, qui est la personne qui est garant de la méthode, de la bonne application de la méthode? C'est le product owner. Et donc, ça fait en même temps, je dois être aussi livré de la valeur rapidement, prioriser, accompagner l'équipe et aller chercher le besoin. Donc, je dirais la grosse variable, c'est surtout la maturité de l'équipe et la taille de l'équipe.
Si on est une petite équipe mature, effectivement, le PO peut porter un PO qui est mature, il peut porter la charge du Scrum Master. C'est pas une charge trop écrasante. Par contre, si on commence à être 3, 4, 5 devs et on est une équipe qui est pas mature, là, ça devient compliqué d'avoir les deux casquettes. Et ce que je remarque aussi, c'est qu'en fait, les clients, ils sont un peu... ils se rendent pas compte. En fait, ils pensent être, mais ils ne le sont pas. On se dire, ouais, on est agile, on sait faire. En fait, pas du tout. Ouais. Et quand on connaît la méthode, on voit tous les axes d'amélioration à faire, tout ce qu'il y a à faire. Et c'est beaucoup de travail. Bah, merci pour ton. En fait, je pense que tu as vraiment très bien résumé les choses, hein. Ça dépend de la taille, de la maturité, du scope. Et par contre, que ça reste des rôles qui n'ont pas. Enfin, des tâches qui n'ont pas disparu. C'est-à-dire, peut-être le rôle peut disparaître, Exactement. les tâches ne disparaissent pas. Par Exactement. contre, elles sont plus ou moins absorbables. C'est une bonne conclusion. En tout cas, on voit qu'il y a des points de vue différents, des expériences différentes, des personnes qui sont fatiguées. Et moi, il y a un Alban autre est sujet fatigué. qui me fatigue et c'est une bonne transition. C'est le fameux sujet product owner, product manager. Alors, je voulais en parler avec vous parce que j'ai été surpris dans une expérience récente par le fait qu'aujourd'hui, en fait, déjà, cette séparation des deux n'était pas toujours comprise par tout le monde. Et surtout, j'ai eu le sentiment que parfois dans la communauté produit, il y a deux mondes. C'est-à-dire, il y a le monde des personnes qui se disent on ne veut faire que du discovery, on ne veut plus faire de delivery, qui généralement sont l'apanage des personnes qu'on juge comme seniors, et d'autres personnes qui font que du delivery, qui n'ont pas accès au discovery parce qu'ils sont beaucoup trop juniors pour y aller. Et donc, on a une personne qui prend des décisions sans jamais aller en production et une personne qui part en production en subissant les décisions. Et moi, cette réalité me fatigue un peu. Et j'aimerais une fois pour toutes crever l'abcès sur ces deux rôles. Est-ce que finalement, cette séparation n'est pas dangereuse? Est-ce qu'on n'est pas en train de recréer AMOA, AMOE? Oui, ça ne nous rajeunit pas. Dans un monde qui n'a plus besoin de ces deux rôles séparés avec deux responsabilités différentes. Et j'ai envie d'en discuter avec vous parce que je suis aussi fatigué de voir tous les jours des combats pour juste faire le métier complet de bout en bout. Le micro. Pour lire la marque de Divix, Oui. très souvent, l'amalgame est fait entre PO et PM, d'où le fait que le PO se retrouve à faire des missions plus axées PM. Ah. Complètement. Merci Cédric. Et encore, on parle plus trop des proxy PO, là. Ah, alors là. Alors là, on pourrait intégrer les Ça, c'est un proxy gros mot. PO2 dans un gros mot. Ça n'a jamais vraiment existé. Alors, vous, quelle a été votre expérience là-dessus? Est-ce que vous avez déjà été proxy PO? Est-ce que vous avez été PO avec un PM? Est-ce que vous avez été PM avec un chef de projet agile? Le mot agile qui est... Comment vous l'avez vécu? Est-ce que vous l'avez déjà vécu dans vos expériences, vous? En fait, moi, je regarde pas trop le vocabulaire utilisé Mhm. parce que, en fait, il est très mal utilisé, comme le Scrum, en fait, très mal utilisé. Non, Ah. Oui, il est très mal utilisé. En fait, je pense il faut plutôt regarder quelles sont les missions qu'on nous demande. Mhm. Et nous, avec le recul qu'on a, on sait si ça va être ce que ça va être. Et je pense que le problème que l'on pointe sur PMPO, c'est que c'est des métiers récents et on n'a pas bien défini quelles étaient leurs missions, quelles étaient leurs tâches qui étaient rattachées à ce rôle-là. Mhm. Je pense que c'est ça qui met de la confusion, mais pour moi, en soi, il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre. Alors, en fait, je pense que voilà, là, dans ce que tu as dit, tu as synthétisé. Finalement, peu importe le sigle qu'on donne, il faut observer c'est quoi les tâches exactes que tu vas faire. Et c'est vrai qu'elles sont très différentes entre les entreprises ou les missions et même le moment. Ce qu'on voit souvent, alors pour rappel encore, alors un truc qui m'aimerait bien rappeler, Product Owner, c'est un terme issu du Scrum Guide. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est un terme inventé par le Scrum Guide. Donc voilà, c'est un terme qu'on utilise. Ça On va. pourrait finalement l'utiliser autrement. Effectivement, dans le Scrum Guide, le Product Owner est le seul rôle qui a une responsabilité quelconque dans le produit. C'est-à-dire que il faut réfléchir produit, réfléchir utilisateur final et à la valeur ajoutée au produit. Ce qui se passe souvent, encore une fois, sur le terrain, c'est que selon le scope ou la gamme de produits, il y a des entreprises qui aiment bien le concept d'avoir un product manager qui endosse ce rôle d'avoir la responsabilité de livrer de la valeur ajoutée, et on donne au PO ou alors au proxy PO la responsabilité de mener le delivery. C'est ça.
On retombe un petit peu sur nos pattes du PO / Scrum Master, du coup, Oui. auquel on enlève un peu la partie de se réfléchir à la roadmap au final. C'est ça. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Mm. Mais alors pourquoi ça t'énerve? Simplement parce que je crois que tout est amalgamé. En fait, comme tu le dis dans le Scrum Guide, le PO, c'est un rôle. Alors, on va pas faire le débat de à quel moment un rôle devient un métier inversement. Ça risque d'être trop compliqué. Mais initialement, c'est un rôle et c'est un rôle qui est né parce qu'on voulait faire du delivery de qualité. On s'est rendu compte qu'il y avait une incertitude, les logiciels qu'on livrait n'apportaient pas de la valeur, donc on s'est dit il va falloir qu'on développe différemment et donc ce rôle est apparu pour pouvoir permettre de faire des itérations en développement. On s'est vite rendu compte que malgré le fait de faire les itérations en développement, il fallait réfléchir au produit, donc il fallait faire l'activité de discovery, où on va tester à faible coût un certain nombre d'hypothèses avant de développer le produit final. Sauf que ce qui s'est fait dans les entreprises, c'est que cette tâche-là a été donnée généralement au métier. On entend souvent le vrai PO, associé à notre truc. Le vrai PO, c'est un PO métier. Et le PO, proxy PO technique, c'est la personne qui va exécuter derrière. Et moi, la problématique que j'ai là-dedans, c'est à partir du moment où le produit ne marche pas, qui est-ce que tu accuses? Est-ce que tu accuses la personne qui vient en amont, qui a défini le produit, mais qui n'est pas là en production, donc qui ne connaît pas la réalité du terrain, d'avoir mal cadré le produit, ou est-ce que tu accuses la personne qui a réalisé le produit d'avoir pas bien compris ton cahier des charges? Et donc, on revient sur le combat d'avant, ou quand c'est encore pire, c'est que en amont, le client fait un cahier des charges avec son PO interne, et nous, en PO proxy, on doit exécuter ce cahier de charges. Parfois, les fonctionnalités sont contractualisées, donc c'est encore pire. Et en fait, on se retrouve dans un scénario dans lequel, pour valoriser notre travail, on ne valorise plus par la valeur du produit, mais par rapport à ce qu'on a exécuté dans le rôle qu'on nous a donné. Et moi, c'est ça qui me dérange un peu parce que je pense que les product managers et les product teams, ce sont des unités qui sont là pour créer de l'impact. Pour moi, une product team doit créer de l'impact. Son objectif, c'est de créer de l'impact. C'est pas d'animer les cérémonies. C'est pas de bien rédiger des stories. C'est pas de développer des produits. C'est de créer de l'impact. Et pour moi, tant qu'on n'a pas ce mandat de création d'impact, on peut faire tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on va faire, c'est se créer des problématiques et finir par valoriser les livrables et pas l'impact. Et c'est ça qui m'inquiète aujourd'hui. En fait, oui, ce que tu décris, c'est on a mis un poste supplémentaire, un silo supplémentaire dans la chaîne de création de valeur. Exactement. Et du coup, les interactions avec ce nouveau silo, ça a l'air de simplifier la vie, mais en fait, ça crée énormément de nouvelles interactions et la perte d'informations, quoi. Tout à fait. Donc, au final, on peut se poser la question, alors certes, peut-être ça peut fonctionner, mais alors, quand est-ce que le PM, lui, discute avec les techs? Comment les techs sont impliqués dans la vision produit? Etc. quoi. Comment se répartit Comment se répartir les responsabilités? c'est ça. Et on en revient toujours à ça. C'est que finalement, alors on appelle ça, je te rejoins, hein, on appelle ça product owner, project manager, ce qui compte, ce sont les activités. Mais le cœur, en fait, de la question, c'est est-ce qu'il faut que le discovery et le delivery soient réalisés par deux personnes différentes? En fait, on en revient à ça, finalement. Est-ce qu'il faut une personne qui cadre et une personne qui exécute qui soient différentes? Je pense pas. De mon point de vue. N'hésitez pas, hein, si d'autres personnes veulent prendre le micro. Je pense que ça dépend de l'organisation de l'entreprise et aussi de la taille du produit. Qu'on a un produit qui grossit, on sait que du coup, la personne en charge du delivery, elle ne pourra pas faire les deux. Donc, est-ce qu'on découpe le produit en fonction plus fine, du coup, chacun a son scope, ou est-ce qu'on découpe le discovery du delivery? Je pense que ça dépend pas mal des contextes. Bienvenue. À toi, Laurent. Oui, non, moi, déjà, c'est très intéressant. Hein. Merci. Donc, personnellement, je suis pas produit, donc j'apprends beaucoup de choses. Et puis, je viens parler de quelque chose que je ne connais que très peu, mais c'est ce que j'aime bien faire aussi. Moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à tout ça, c'est que c'est aussi un petit peu une des problématiques qu'on a quand on est déjà dans un certain niveau de maturité par rapport à une organisation produit. C'est-à-dire que dans pas mal de contextes que l'on voit aujourd'hui, ce n'est pas une réalité. Tout ce qu'on dit depuis le début n'est pas encore une réalité. Et c'est vrai qu'on a, nous, une responsabilité par rapport à ça, sur mesurer comment est-ce qu'on accompagne ces organisations vers cette réalité, parce que on l'a vécu dans d'autres contextes et on sait qu'elles ont un vrai impact et un vrai gain pour les entreprises. Sauf qu'à un moment donné, quand on arrive dans une entreprise, elle a un état des lieux, elle a une histoire, elle a une culture fortement ancrée, avec des usages fortement ancrés. Et du coup, c'est aussi notre responsabilité à nous de mesurer ce qu'elle est capable d'absorber à un moment donné comme transformation,
et comment est-ce qu'on va l'amener vers un idéal dans le temps. Donc il y a une notion de roadmap, et peut-être qu'à un moment, même si ça peut faire aussi un peu grincer, un proxy PO, c'est quelque chose qui peut être nécessaire parce que ça va faire une étape de transition qui va permettre aux gens de se retrouver dans la transformation et de pouvoir se projeter, d'en comprendre les intérêts, et comme ça, on pourra les accompagner. Et certainement qu'ensuite, merci Elisabeth, certainement qu'ensuite, plus tard, cette distinction entre PM et PO fera tout son sens, mais peut-être qu'à un moment, c'est trop tôt, et que voilà, l'organisation n'est pas capable de l'absorber à un moment, ce qui c'est pas grave en soi. Mais nous, on est là pour justement guider ces entreprises et aller vers ces différentes étapes à un rythme acceptable. Moi, juste Tu veux pour dire réagir? sur le PPO, tout ce que j'ai vu, toutes les organisations où j'ai vu qu'elles utilisaient le terme PPO, en fait, c'était juste pour dire que le prestat, c'est pas le PO et que c'est le client qui a la responsabilité. Et dans la réalité, le PO, c'était juste le sachant métier. En fait, c'était un client et le PPO avait toutes les rôles, le rôle d'un PO, en fait. C'est juste une histoire politique, souvent. Ouais, moi, les fois où j'ai pu voir, j'ai pu même pousser pour mettre un PPO à un moment, c'est que la personne qui était PO, qui avait cette capacité pour moi d'avoir cette vision impact, d'avoir cette capacité d'arbitrage, d'avoir cette capacité aussi de fédérer les utilisateurs autour d'un produit, était, telle que l'organisation était faite, bien trop éloignée, bien trop peu disponible pour pouvoir aussi jouer son rôle aux côtés de l'équipe de delivery. Et du coup, si tu n'avais pas quelque part ce maillon de communication, eh ben, tu allais pas pouvoir créer ce lien. Donc, c'était paradoxal. C'est-à-dire qu'on rajoute un maillon pour pouvoir fluidifier la chaîne. Je peux comprendre que ça paraisse pas naturel comme ça. Pour autant, ça a pu être nécessaire le temps qu'on voit les avantages, justement, d'essayer de supprimer les maillons. Donc, créer des maillons pour peut-être montrer que c'est nécessaire de les supprimer après, si on veut se projeter vers une organisation fluide et efficiente. Pour moi, là, ce que tu décris, c'est qu'il y avait pas de PO. C'était juste qu'il y avait une personne qui était sachante de son périmètre, qui savait ce qu'elle voulait, mais en aucun cas, elle avait les compétences d'un PO. Et du coup, ils ont dit, on va trouver un PPO pour compléter ça. En fait, le PPO était le vrai PO. Et il manquait en fait un PO dans les l'organisation. faits, ouais, mais une question de titre pour moi, vraiment. dans les faits, c'est une organisation qu'on accompagnait d'un fonctionnement en cycle en V. Et pas du tout dans une approche produit, pour aller justement petit à petit vers cette approche produit. Donc c'était des étapes de transition. C'est politique. Sur moi, c'est un peu psychologique de dire on garde un lien hiérarchique. C'est ça. Au lieu de se dire franchement les choses, que le gars il est juste là pour savoir s'il a la connaissance fonctionnelle, et lui il a connaissance de comment on mène un produit. Mais je vous rejoins complètement sur le niveau de maturité. En effet, tous les clients n'ont pas le même niveau de maturité. Moi, ce dont j'ai souvent peur, c'est que ces rôles restent trop longtemps dans le temps. Que ce soit une étape de transition qui est expliquée avec une vraie vision, une vraie volonté d'aller vers une autonomie des équipes produits, je dis oui. Que ça conforte le client, parce que généralement on a une habitude, c'est que quand on est face à une situation incertaine, on se rattache à nos vieilles habitudes finalement. On va se dire, on est en train d'aller vers l'agilité, on nous dit qu'on va perdre un peu le contrôle, on ne s'engage plus trop sur le résultat, on me parle d'impact, c'est un peu flou l'impact. Non, j'ai envie de garder le contrôle, et donc je vais mettre un rôle qui va garder ce contrôle et me dire exactement qu'est-ce qui va sortir dans 6 mois, et je vais mettre un prestataire pour lui dire exactement qu'est-ce qui doit me faire sortir dans 6 mois. Donc je comprends tout à fait cette réaction un peu naturelle de se dire, j'arrive dans une zone d'incertitude, j'ai les réflexes avant un mois, MOE, ça me permettait d'avoir le contrôle, je veux garder ce contrôle. Et je comprends qu'il y a une étape de transition pour accompagner le client dans ce lâcher prise, finalement, petit à petit. Mais ce dont moi j'ai peur, c'est que finalement, mettre un proxy PO, ça le conforte dans cette situation. Ils se disent, finalement, j'ai juste changé des noms de rôle, on reste dans la même situation et je suis agile. Pourquoi j'irais continuer cette trajectoire vers l'autonomie des équipes? Et là, il peut y avoir un vrai problème. D'où l'importance de mesurer dans cette période de transition, de mesurer l'impact et d'expliquer ce qu'est l'impact, et de mettre en place un petit peu de data dans tout ça, parce qu'on n'en a pas encore parlé depuis le début. On y arrive, la transition, on y arrive. On y arrive. Est-ce que d'autres personnes souhaitent s'exprimer autour de ce product owner, project manager? Dans le chat, est-ce qu'on a des... Je vois pas très bien, je suis mis peut-être un peu. Il y a un commentaire intéressant qui digresse un petit peu des rôles, mais qui est quand même sympa. Alors, je ne se trouve plus, mais quelqu'un qui dit que quand un utilisateur final remonte une plainte, en fait, et qu'on le prenne en compte, finalement, on n'est pas bon. Ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment connu nos utilisateurs pour arriver à un point où ils se plaignent d'un truc. Je sais pas si tu vois le... Je pense que oui, je vois tout à fait l'idée. Alors, je vais rebondir sur ce commentaire. Alors, mon avis à moi, c'est que ça peut faire penser qu'on n'a pas le droit à l'erreur.
En fait, le fait de pas... les utilisateurs, ce sont des personnes qui ont des habitudes, qui vont changer leurs habitudes à partir du moment où vous leur ajoutez un produit entre les mains. Malgré tout, vous changez un peu leur quotidien. Et vous changez leur quotidien d'une façon qui n'est pas prédictible ni par eux, ni par vous. C'est pas possible de deviner quels problèmes vont arriver avec le nouvel outil que vous mettez entre leurs mains. Donc, on est toujours dans une zone d'inconnu. Il y a des choses qu'on sait de la part de nos utilisateurs. On peut comprendre le problème fondamental qu'on veut résoudre. On peut avoir de l'incertitude sur la bonne solution au fur et à mesure. Mais le fait d'avoir des retours négatifs, pour moi, c'est une bonne chose. Parce que le retour négatif d'un utilisateur, c'est de dire, vous avez mis le doigt sur mon problème, mais vous m'avez donné une solution qui est, mais pas la bonne, quoi. S'il vous plaît, secouez-vous pour me donner la bonne solution. Donc, quand un utilisateur est mécontent, on sent bien qu'on a touché son problème fondamental, mais que la solution n'est pas encore adaptée. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle d'essayer de rebondir, de trouver comment améliorer et même d'embarquer cet utilisateur. Parce que les utilisateurs qui sont mécontents aujourd'hui, que vous écoutez, prenant en compte leur feedback, vous sortez une release dans une semaine, vous leur dites, voilà, on a pris en compte ton feedback, on l'a sorti, ça devient vos ambassadeurs. Passez vraiment d'un détracteur à quelqu'un qui va être l'ambassadeur, parler de vous et même demain faire valoir votre outil. Donc, moi, je pense que les feedbacks négatifs, c'est une bonne chose pour le coup. Faut pas se conforter à l'intérieur, mais c'est une orientation vers le mieux pour le coup. Et si on se refuse la possibilité d'avoir une erreur dans une application, on s'empêche quelquefois de passer en production tout simplement parce que voilà, ça parle aussi d'innovation dans le commentaire. L'innovation est basée sur l'erreur quelque part et sur le fait d'accepter l'erreur pour pouvoir rebondir et s'améliorer. Tout à fait. C'est surtout le meilleur moyen d'aller le plus vite possible. Parce que de manière vraiment pragmatique, on peut passer des années à discuter de ce qu'il faut faire, aller voir tout le monde, faire des specs, échanger, etc. En fait, il n'y a que la prod qui dira la vérité. Exactement. Il y a un exemple qui est frappant, c'est le train qui a été construit en Espagne, par les Espagnols. Ils ont mis des années à le faire. Quand ils l'ont mis sur les rails, ils se sont rendus compte qu'il ne passait pas dans les tunnels. C'est pour ça, donc, pourtant, vous imaginez le nombre de personnes qui a travaillé dessus. Donc, c'est pour ça, au contraire, comme on dit, face fast, learn fast. Au contraire, il faut se tromper le plus vite possible pour apprendre le plus vite possible. Et après, pouvoir justement aller concentrer nos efforts là où ça apporte le plus de valeur. Complètement en phase. Et là, pour ça, on a justement Laurent qui peut nous aider avec sa data. Et donc, on fait une transition sur le prochain sujet. Est-ce qu'il y avait des commentaires encore sur le sujet avant de passer au prochain? Non? Je suis désolé, je suis myope, je vois rien du tout. Non? Alors, il y a Divix qui donne un exemple d'Apple. On a Divix qui, du coup, rebondit sur le même sujet. Alors, on parle plus de rôle, on parle produit, mais je pense qu'il serait content qu'on lui adresse l'attention. Donc, Apple qui adopte certaines innovations, alors que, en fait, finalement, le ressenti du pool des utilisateurs est plutôt négatif. Voilà. Totalement en phase. Alors, Apple s'est beaucoup planté, Google aussi. Il y a un site qui s'appelle Google Cemetery et je crois que Microsoft, il y avait aussi un Microsoft, oui, c'est ça, Kill by Google, où vous voyez à quel point ces personnes se trompent. Mais vraiment, il y a beaucoup de produits qui échouent, qui partent en production et qui ne marchent pas. Et en fait, ça montre une réalité, ça montre surtout à quel point c'est dur de satisfaire les utilisateurs. Parce que on en parle souvent, beaucoup d'entreprises parlent de satisfaction utilisateur, mais on ne se rend pas compte à quel point l'utilisateur vous dit lundi, j'ai besoin de ça. Mardi, il valide le prototype avec vous. Mercredi, vous développez, vous sortez la solution, ça ne l'intéresse pas. Et ça, c'est la réalité opérationnelle des choses. C'est-à-dire, on valide à chaque étape, mais sur le terrain, en production, finalement, non. Ce n'était pas la bonne solution. Parce que les utilisateurs, ils sont comme ça, ils ne savent pas se projeter sur leurs usages. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les écouter, mais c'est un apprentissage constant. Et Google, Microsoft, on peut apprendre de leurs erreurs parce que ça nous en dit beaucoup sur cette capacité à tolérer l'erreur et à accepter que parfois, oui, on peut se tromper en allant en production, même en ayant appliqué toutes les méthodologies qui précédaient. D'ailleurs, tu as un exemple si frappant, en plus il fait l'actualité en ce moment, c'est Elon Musk avec ses fusées. Lui, il a fait 4 échecs. Oui. Avant de vraiment lancer son entreprise, contrairement à Boeing qui a mis 20 ans et qui a rien lancé, et quand la première fois qu'il a laissé sa fusée, ça s'est cassé. Et on voit la différence aujourd'hui entre les deux, vraiment de manière très pragmatique, en plus dans un contexte extrêmement compliqué qui est l'aérospatial. Et on voit vraiment que dans tous les domaines, on peut appliquer cette démarche-là. Tout à fait. Et que c'est celle qui permet d'aller le plus vite. Ok, je vous propose de passer au prochain sujet, pour le coup. Un sujet qui tient à cœur à Laurent et à d'autres personnes. C'est le 3e sujet. N'hésitez vraiment pas à venir vous asseoir. C'est
J'insiste vraiment si vous voulez prendre la parole. Ce troisième sujet, c'est sur, on reste sur le métier de product manager, donc PM. Et en fait, moi, j'ai le sentiment, alors c'est une vision plus globale, je vais vous expliquer d'où ça vient. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on surspécialise les métiers qui, pour moi, ne sont pas vraiment nécessaires. Je m'explique. Au début, je viens du monde de la tech. Au début, dans le monde de la tech, il y avait des développeurs, des personnes qui étaient très fortes dans leur métier, qui étaient les seuls à comprendre comment écrire en langage C ou autre, et qui créaient des logiciels. Au fur et à mesure, d'autres langages se sont développés et on a vu sur le marché émerger des demandes. On veut des développeurs experts en Java, des développeurs experts en JavaScript, des développeurs experts en C. Donc, il y avait une sorte d'expertise dans les métiers sur les langages de programmation. Et ensuite, le craft est arrivé, où on se dit, alors je parle avec des pincettes et tous les crafteux, s'il vous plaît, soyez tolérants, où on s'est dit, l'idée, ce n'est plus tant d'être spécialiste d'un langage, parce que si tu es spécialiste d'un langage et que tu structures mal ton code, dans tous les cas, tu crées un logiciel qui n'est pas évolutif. Donc, il faut appliquer des techniques d'ingénierie logicielle qui font que ce qui est important, c'est pas que tu maîtrises un langage. Ce qui est important, c'est que tu saches structurer ton code. Et parce que tu sais comment structurer ton code, parce que je connais les bonnes techniques d'ingénierie, peu importe le langage que tu utilises derrière, tu sauras transformer cette compréhension dans le langage destinataire. Et moi, le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est que le monde du produit, qui est nouveau, est en train d'aller dans ces travers-là. C'est-à-dire, on a commencé avec des product owners qui étaient les seuls à pouvoir transformer les besoins clients en réalité opérationnelle. On est allé sur des product managers qui prenaient de plus en plus une place stratégique. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est en train d'aller dans un travers où on essaye de spécialiser les métiers. Ce métier de PM, PM Data, PM IA, PM what else. Et aujourd'hui, je me demande si on n'est pas en train de faire une erreur que les développeurs ont déjà compris en avance de phase. Et je vous laisse la parole si vous voulez débattre de ça. Il peut y avoir que du silence après une introduction comme ça. Victoria, En fait, j'aimerais compléter ce que tu dis pour être bien certaine que le message soit passé. C'est-à-dire que je suis PM data fintech, n'importe quoi. Et en fait, plus le temps passe, plus les années passent, et plus ce qui est présent dans mon esprit et dans mon cerveau, c'est la data et la fintech, et moins le produit et l'approche produit en général. Et donc, alors que si on ne... Théorie, hein, si on ne devient pas spécialiste, on garde le recul nécessaire, qui est difficile à garder, de l'approche produit, quel que soit le type de produit auquel on s'adresse. Moi, je me souviens une fois, j'avais rencontré en fait un consultant en performance industrielle. Et en fait, ce qu'il disait, c'est qu'il peut intervenir à la fois chez Danone qui fait des yaourts, à la fois chez Sanofi qui fait des vaccins, à la fois chez PSA qui fait des voitures. Et en fait, chaque client, à chaque fois qu'il va voir un client, le client lui dit « Non mais attendez, chez nous, c'est différent. On est unique, on a nos process, vous allez pas comprendre. » Et chaque client fait ça. Et en fait, il me dit, en vrai, ils disent ça, mais la réalité, c'est qu'il y a un input, un process de transformation et un output. Et en fait, il arrive à finalement avoir un recul où il arrive à voir tout de suite les différences et surtout les ressemblances entre toutes les usines et toutes les process de fabrication de différents produits. Et du coup, d'intervenir sur les problèmes, les 80-20, en fait, les approches qui sont les plus pertinentes dans la majorité des cas. Et c'est vrai que ça peut être le cas chez un PO, product manager, un product lover, où en fait, des fois, on a le nez dans le guidon et on n'a pas le recul nécessaire pour voir l'image en grand. Et au final, où versus, on est très, très, très expert et en fait, on a finalement des connaissances qui s'éloignent énormément du produit, mais on a plutôt des connaissances très, très métiers, tout simplement. Ouais. Ben, dans l'exemple que tu donnes, non, j'essaie de remettre les petits entre ce que tu as dit, Victorien, et ce que tu dis, Elisabeth. Mais dans l'exemple que tu donnes, la spécialisation y est entre les trois entreprises que tu as évoquées, la personne, et PM dans le monde de la production industrielle, quelque part. Donc, en gros, c'est ce matriciel entre, d'une part, est-ce qu'il faut être spécialiste dans un métier, ou d'autre part, sur des
des catégories de création de valeur au sein de l'entreprise, que ce soit data, IA. C'est quoi l'angle d'attaque, quoi? Moi, je pense que le sujet qui aujourd'hui revient beaucoup, c'est qu'est-ce que le PM data? Est-ce que ça existe? Est-ce que ça fait sens? Et de là, du coup, on commence à spécialiser les PM. Il y a les PM qui sont pas data, les PM qui sont data. Et après, PM IA, c'est qu'on va encore un peu plus loin dans cette spécialisation. Pour moi, la vraie spécialisation dans le rôle de PM, elle doit être effectivement par métier, pas par sujet. Je veux dire, pas par catégorie, data, SE, cloud, IA. Ça, pour moi, ça fait moins de sens. Mais là, c'est la notion de PM data qui fait un petit peu réagir aujourd'hui, parce que quel produit, parce qu'en fait, ça veut tout dire et rien dire. Quel produit n'a pas de data? Est-ce que tu as déjà vu un PM data? Eh ben, c'est bien ça le sujet. C'est-à-dire que, déjà, qu'est-ce qu'un PM data, si tu veux? Parce que est-ce que Waze est un produit data? Waze, il y a de la data dedans, il y a un grand paquet de data, et pourtant, c'est pas considéré comme un produit data. Et pourtant, ça a été construit comme un produit, j'imagine. En fait, pour moi, le gros sujet là-dessus, c'est que le monde de la data, si ce monde existe et qu'on peut peut-être associer pour le clarifier à tout ce qui va être pilotage ou analytique, c'est-à-dire qu'il y a le monde opérationnel, transactionnel, qui est le monde qui fait fonctionner l'entreprise. Et il y a le monde analytique et pilotage, qui est le monde qui, a posteriori, analyse le fonctionnement d'entreprise pour essayer de le bonifier. Donc, c'est deux mondes qui fonctionnent avec deux pas de temps différents dans l'entreprise et qui ont tous les deux leurs exigences. Il se trouve que, tel que je le vois, mais je peux me tromper largement, le monde de l'opérationnel, celui qui fait fonctionner l'entreprise, a déjà fait un gap culturel pour aller vers les approches produits, pour aller vers les approches agiles depuis très longtemps. Et le monde, celui qui vit à J+1, le monde du pilotage, le monde de l'analytique, même si c'est souvent plus récent que le J+1, et je mets l'IA dans ce monde-là, n'a pas encore fait ce pas culturel, en fait il est en train de le faire, ce pas culturel vers les approches produits. Du coup, on en parle beaucoup aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui est en train de monter. Mais pour autant, quelqu'un qui va faire dans ce cas-là, un produit BI ou un produit IA, son métier fondamental de faire un produit ne change pas, à mon sens. Il y a quand même, parce qu'on a beaucoup travaillé avec Victorien, on vient tous les deux d'un monde différent, il y a quand même beaucoup de discussions sur des ajustements sémantiques par rapport justement à un historique culturel qu'on a chacun par rapport à nos métiers. Mais une fois qu'on est arrivé à passer ces barrières sémantiques, on se rend compte que finalement, c'est la même chose derrière. Je voulais réagir effectivement sur la partie spécialisation avec effectivement des développeuses Java, .NET et effectivement toute la partie technologie. Et ce qu'on va arriver de plus en plus, c'est le fait de dire que, je rebondis sur ce que tu dis, hein, c'est le fait de ne pas oublier la complexité du métier de développement. La complexité du métier de développement, c'est de réexprimer un besoin métier, le refaire émerger au sein d'un logiciel, le rendre maintenable parce qu'on a des challenges d'évolutivité dans une application, d'arriver à suivre la notion d'impact, de valeur et donc de réaction à un marché, d'essayer un marché, de changer et donc de faire évoluer tout ça. Donc finalement, la compétence, j'ai envie de dire primaire d'une développeuse, d'un développeur, c'est de savoir transformer ce besoin en une valeur concrète qui va être au sein du produit. C'est pas cette spécialisation de technologie ou de langage, ça c'est des choses qui arrivent sur le terrain au sens qui sont des complexités. Là où je veux en venir, c'est qu'on a la même chose qui se passe, je le visualise de la même façon au sein de Team Topologies. Team Topologies, on a donc c'est un bouquin qui explique des collaborations entre équipes sur comment on laisse des équipes autonomes, mais dans des systèmes qui peuvent être plus ou moins complexes. Et donc on a des notions de team enabler qui vont prendre un sujet, qui vont aider à l'acculturer au sein d'une équipe. On a des notions de team de complexity subsystem team qui vont être sur quelque chose qui est très très complexe, très très spécifique et qui vont rester sur cette spécialisation. Et j'ai l'impression qu'on voit cette spécialisation sur les métiers produits aujourd'hui arriver de la même façon qu'on l'aurait justement sur les notions de développement, sur des nouvelles technologies, parce qu'à un moment donné, ces spécialisations, elles sont un peu avant-gardistes sur la compréhension d'un sujet en lui-même. C'est-à-dire que comme dans la société, on comprend mal la data à un moment donné, on a besoin il y a des gens qui vont émerger, qui ont compris la data, on va dire, avant tout le monde, et donc qui vont se positionner sur ce rôle de product data. On aura la même chose sur l'IA, avec beaucoup de choses qui sont en train de bouger sur l'IA générative, qui font un buzz absolument incroyable, et donc il y a des choses à comprendre dans cette mouvance, mais que cette partie, finalement, c'est une sorte d'avant-gardisme éphémère.
tout avant-gardisme est éphémère. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la spécialisation PM Data, PM IA, à partir du moment où après elle a été réingérée par la société au sens large, la communauté de développement au sens large, ce sera plus une spécialisation viable. Demain, dans 10 ans, on aura une autre spécialisation qui avancera. Mais c'est une sorte d'avant-gardisme, comme on pourrait avoir une team enabler dans Team Topologies qui va s'occuper d'évangéliser sur un sujet. On a cette notion de spécialisation qui arrive, mais qui est très très éphémère. Ouais, je te rejoins là-dessus. Parce que c'est même une demande des clients. On le voit de plus en plus, des clients qui, quand ils font leur demande, ils ont besoin d'un... Alors, il y a souvent deux écoles. Moi, ça me fait toujours un peu rire dans les entreprises de consulting. Il y a des entreprises qui sont très spécialisées sur un métier, alors pas forcément technologie, sur une industrie, par exemple, la banque. Et il y a des entreprises de consultants qui sont plus généralistes. Et chacun a toujours un discours qui, je trouve, est le même. C'est-à-dire, le spécialiste de l'industrie de la banque va rassurer le client en lui disant, écoute, on a déjà vu 300 banques, on sait de quoi on parle, on connaît les process, on vous permet d'émerger. Et les personnes plus généralistes ont toujours ce positionnement de dire, non, nous justement, parce qu'on ne vient pas du monde de la banque, on sera plus innovant, on va prendre le pas de recul que vous n'avez pas. C'est pas les experts en hôtellerie qui ont créé Airbnb. Voilà, on a toujours ce très belles avant-ventes. Ouais, c'est ça, exactement. On a toujours ce discours-là où dans lequel, en effet, on a des positionnements un peu différents par rapport à comment on souhaite se positionner. Mais là où je te rejoins, c'est que l'avant-garde peut aider à gagner des sujets, peut aider à pousser des choses en interne. Moi, ce dont j'ai peur, honnêtement, c'est ce qu'Elisabeth disait tout à l'heure, que ce soit fait au détriment de la méthodologie. C'est-à-dire que demain, et je ne nie pas qu'il y a des spécificités, je reprends l'exemple de la data. Un product data, la vraie complexité, contrairement à un produit classique, c'est que l'erreur peut être très vite fatale. Vous êtes en train d'exposer des données qui peuvent être des données pour prendre des décisions stratégiques. Pour peu que vous soyez trompé dans une formule, ça peut avoir des conséquences catastrophiques. Contrairement à d'autres produits sur lesquels vous pouvez faire des erreurs, et nous on l'a vécu sur une expérience en particulier, où quand la data n'était pas bonne, c'est l'entreprise qui, on avait des appels à 6 heures du matin. Donc, à un moment donné, il y a une réalité, une spécificité en fait de la part de ces produits-là, quand on les catégorise, en effet, qui font qu'il faut faire attention à un certain nombre de choses. Mais je ne pense pas qu'on ait besoin de spécialiser des product managers, des métiers, pouvoir comprendre cette finesse-là, parce qu'un product, justement, moi, sa spécialité, je pense que sa spécificité, c'est d'être capable de comprendre les différents environnements et de composer avec ces environnements différents sans être le spécialiste data, IA ou autre. Bienvenue à toi. Bienvenue Arthur. Bonjour. Je dis juste une phrase et je te donne la parole tout de suite. Effectivement, je te rejoins tout de suite. Il faut pas oublier la compétence méthodologique d'où on vient systématiquement. C'est ça aussi qu'on vit au niveau du craft. C'est-à-dire qu'on peut avoir des spécialisations de technologie, de choses comme ça. Il ne faut pas en oublier le cœur de compétence qui est la découverte utilisateur, le feedback et ce genre de choses qu'on va avoir au niveau de la conduite du produit. Je t'en prie Arthur. Allez, je me lance. Bon, c'est super intéressant. En tout cas, tout ce qu'on est en train de dire, c'est génial. Il y a deux réactions qui me sont venues en écoutant ce qu'on disait sur ce troisième segment. Il y a l'angle recrutement, où si je me place du point de vue de j'ai un job à pourvoir dans une organisation et je cherche une compétence bien particulière, aujourd'hui j'ai l'impression, et c'est là où je veux vous entendre, c'est que je n'ai d'autre choix que d'exprimer précisément ma compréhension de qu'est-ce qui me manque aujourd'hui pour y arriver. Et donc quelque part, cette identification de ce qui me manque, j'ai l'impression va m'amener sur de la spécialisation et donc quelque part sur un rôle fin plutôt que aidez-moi à prendre de la hauteur. Parce que quelque part, cette hauteur, j'ai l'impression que les organisations l'ont prise. Elles se sont peut-être trompées, hein, attention. Mais quelque part, elles se disent, voilà, je suis nul en IA, je vais avoir besoin de quelqu'un qui va m'aider sur ce segment-là. J'ai besoin de faire une application et j'ai besoin qu'elle ait une ergonomie bien pensée. Je vais aller chercher un UI UX ou un développeur front. Et donc, quelque part, cette spécialisation, j'ai l'impression qu'elle provient de l'identification d'un manque que l'organisation est capable de faire. Deuxièmement, ça, c'est le fruit d'une réflexion qui m'est venue en regardant un TED Talks. Alors, j'ai pas la ref, désolé, mais où l'intervenant, qui était biologiste, faisait remarquer que on développait aujourd'hui trop pour l'efficacité, l'efficience. Et donc, quelque part, on affinait complètement notre process de fabrication pour aller à un objectif le plus vite possible en mobilisant le moins de ressources possible, parce que quelque part, ce qu'on cherche à optimiser, c'est combien ça coûte et ma rapidité de delivery. Et lui faisait remarquer qu'en biologie, on était plutôt sur des choses complètement inefficaces. Il donnait par exemple l'exemple de la photosynthèse, dont le rendement est de 0,3%.
Donc quelque chose qui paraît complètement nul quand on regarde, mais pour autant, les plantes, ça se développe depuis des milliards de millions d'années, je sais pas exactement. Et donc il nous appelait à prendre un peu de recul justement et quelque part, je retrouve un peu cette réflexion-là sur le rôle de généraliste. C'est-à-dire que le rôle de généraliste, c'est peut-être pas celui qui est le plus efficace dans une organisation, mais c'est quelqu'un qui peut nous aider à penser de manière générale et penser de manière durable aussi, penser de manière long terme. Là où, effectivement, aujourd'hui, j'ai besoin d'IA, je suis court terme. J'ai besoin d'un développeur React, je suis court terme. Dans 5 ans, 10 ans, c'est plus du React. Le Scrum Master, tout à l'heure, dont on parlait, où on disait c'est un rôle peut-être éphémère. Donc, à nouveau, court terme. Et donc, voilà, la réflexion qui m'est venue, et c'est pour ça que je suis venu prendre une chaise pour discuter avec vous, c'est est-ce que finalement, c'est pas le fruit d'un ensemble de réflexions court terme qui nous amène à cette spécialisation-là, versus une pensée long terme qui nous amènerait à des rôles plus généralistes. Intéressant. Moi, je crois que tu touches du doigt quand tu parles de manque dans l'organisation qui nécessite d'être très, très précis sur ce qu'on recherche. Je l'entends tout à fait. En effet, une organisation qui se rend compte que son patrimoine data n'est pas bien exploité et a besoin d'avoir une gouvernance autour de ça, va essayer de chercher des rôles très, très précis et très, très spécifiques, ce qui correspond à son besoin. Je l'entends tout à fait et je peux comprendre l'émergence de ce besoin-là. Simplement, le point d'attention que je mettrais dessus, c'est qu'on a tendance à sous-estimer la capacité d'adaptation et de monter en compétence des personnes qui sont déjà présentes. Un product manager, il y a quelqu'un que j'apprécie beaucoup qui l'avait exprimé un jour comme ça. Il dit c'est la capacité d'avoir de la hauteur de vue, mais de plonger très profondément dans des sujets quand c'est nécessaire de le faire. Et je crois qu'on sous-estime beaucoup cette capacité d'apprentissage, de se dire une personne à partir du moment où on a besoin de data, elle sera capable de monter en compétence pour apprendre les spécificités d'un produit data et de pouvoir faire émerger les besoins et répondre opérationnellement aux choses. Et aujourd'hui, quand je regarde, pour aller dans le sens des demandes des offres d'emploi, quand les entreprises cherchent un product owner data, par exemple, il faut qu'il ait travaillé sur au moins 4 produits data, il faut qu'il ait 10 ans d'expérience dans la data. Oui, mais voilà, à moins d'être vraiment passionné par ça, c'est un peu compliqué. Donc, je crois qu'il faut un peu de tolérance aussi et de se dire, ne pas parier que ce que la personne a fait dans le passé, mais de se dire qu'il y a aussi cette capacité de ce métier-là de pouvoir comprendre les choses en profondeur, même si on n'a jamais fait dans le passé. Et c'est pour ça que j'aimerais bien que ce poste garde ce côté un peu généraliste, tout avec cette capacité d'aller plonger en profondeur sur différents sujets également. Moi, je voulais rebondir sur ce que tu disais. Je trouvais ça très intéressant. Surtout quand tu disais pratico-pratique, le recrutement, comment on fait, quoi. Et en fait, je pense que j'aimerais le reformuler avec d'autres mots. En fait, une entreprise, elle doit connaître le temps qu'on accorde à une personne qui rentre à la montée en compétences, à l'onboarding, mais l'onboarding long terme. Par exemple, on a un client, il sait pertinemment que une personne qui vient, quel que soit le poste, commence à être opérationnelle entre 6 mois et 1 an pour absorber en fait la complexité de l'organisation du produit, des interactions, etc. Et en fait, ce que tu disais là, ça me faisait penser à ça, c'est-à-dire que en général, une entreprise veut le confort de quelqu'un qui arrive et qui connaît entre guillemets tout dans le fantasme. Et en fait, ce que tu disais, c'est intéressant, c'est que des fois, en fait, la question à se poser aussi, c'est est-ce que l'entreprise est consciente que en fait, on a besoin de temps, il nous faut quelqu'un vraiment vite qui intervient on l'attend dans 3 mois, il soit complètement opérationnel et donc on veut ce confort-là. Et on estime qu'il n'est pas stratégique aujourd'hui de faire intervenir quelqu'un qui va, on va dire, finalement nous bousculer un petit peu ou nous donner de la fraîcheur sur la manière de faire. Mais est-ce que, en fait, les entreprises le font consciemment ou pas ? Tout simplement. Et cette histoire de conscientiser, je pense que c'est important en tant que recruté de se dire ok, cette entreprise-là elle veut ça, mais est-ce qu'elle, pourquoi elle veut ça, etc. Moi, qu'est-ce que je peux poser comme question ? Et le recruteur aussi, au final, peut réfléchir à ça. Peut-être on n'y pense pas suffisamment ou pas assez. À voir. Bonsoir Patrick. Alors moi je voulais plus soyer, je sais pas si ça se dit, mais dans ton sens, en fait, je pense que on est confronté en fait à une problématique de marché. En fait, les clients en fait qui ont besoin de ces profils-là ont besoin d'être rassurés en fait. On est dans des écosystèmes qui sont relativement nouveaux. D'accord. Et c'est un petit peu le syndrome du mouton à 5 pattes. Et
Bon, moi, j'ai 2 expériences, en tout cas que j'ai envie de citer, que j'ai pratiquées, une un peu ancienne, une beaucoup plus récente. Il y a 7 ans, on a, voilà, des clients qui avaient mis en place, voilà, un MCO prédictif de centrale nucléaire. Voilà, et ils nous disent: «Ben voilà, on veut lancer MCO. un système de maintien en condition opérationnelle de centrale nucléaire». Merci. Donc sujet éminemment complexe, d'accord? Et on veut pouvoir monter notre plateforme autour de ce concept, d'accord? Et et donc très clairement, très vite, je leur ai mis dans les pattes, entre guillemets, un product owner, d'accord? Et ce product owner, ne connaissait rien aux centrales nucléaires, ne connaissait rien à la data, mais par contre, c'était un pur profil, un pur product owner. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a, bah déjà, il a fait son boulot de product owner, c'est-à-dire qu'il a essayé de comprendre là où il voulait aller. Il est allé voir les utilisateurs finaux, donc des ingénieurs nucléaires, des techniciens nucléaires, etc. Il a fait un travail de recherche utilisateur, etc. Et après, il a travaillé avec les business owners, là, côté client, sur effectivement leur vision produit. D'accord? Et fort de cette vision produit, ils ont commencé à travailler sur ce que pourrait être ce produit, etc. Et de façon itérative, incrémentale, et le tout en cherchant à avoir de l'impact. D'accord? Et je le répète, ce consultant, qui était une consultante d'ailleurs, cette consultante n'avait aucune culture data. D'accord. Ce produit était un vrai succès, d'accord, hein, on parle d'une filiale d'EDF qui a obtenu 6 mois après le prix de l'innovation de Triples. Et en fait, qu'est-ce qui a fait la différence? C'est son expertise méthodologique, d'accord, associée à l'expertise méthodologique, aux autres expertises de l'équipe. D'accord? Et donc, c'est vraiment l'intelligence collective qui a fait la différence. Et tout ça pour dire que moi, je crois pas à ces spécialisations et je pense que c'est juste un effet de mode lié à la rassurance client. D'accord? On l'a encore vu récemment sur une activité sur laquelle on travaille ensemble, Cédric, où un head of data nous a dit un jour, bah voilà, j'ai toute une équipe pour mettre en place mon socle core data, etc. Ok, vous mettez en place une super archi, etc. Mais j'ai pas de vision, j'ai pas de voilà, l'archi ne met pas en place la vision, etc. Je dis bah ouais, mais c'est pas son métier. Je lui dis il te faut un product owner. Donc il me dit ok, très bien. Donc bah, je lui propose un product owner. Il regarde son profil, il me dit mais il a jamais fait de data. Je dis c'est pas grave. Je dis toute la compétence data, elle est dans l'équipe. C'est pas ton problème là, c'est pas d'avoir une compétence data, c'est d'avoir une compétence produit. D'accord? Et à partir du moment où cette product owner, c'est encore une jeune femme, à partir du moment où cette product owner est rentrée effectivement dans la boucle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a posé cette vision produit, d'accord? Et elle a travaillé avec l'équipe tech à la construction de ce produit. Et aujourd'hui, l'impact, il est avéré. Donc en fait, tout ça pour et demain, elle ira faire autre chose que de la data et ça lui va très bien en fait, d'accord? Et pour reprendre ce que disait Victorien, je crois, c'est il faut croire en la capacité d'adaptabilité en fait des différentes personnes. Et ce qu'on demande à un product owner, là où il va être différenciant, c'est son expertise méthodologique. Et c'est cette expertise méthodologique associée à l'expertise technique de son collègue, à la capacité de développement, à la culture craft, etc., qui va faire en sorte que le produit aura de l'impact derrière. Et c'est pas parce qu'il saura sortir 3 mois en data qu'il sera différent. Voilà, c'était my 2 cents. Et son mindset aussi, au-delà de la méthodologie, je pense que c'est C'est un peu réducteur, un mais gros oui. élément sur ça. Mais moi, ce que je voudrais peut-être réouvrir comme angle de discussion par rapport à ce qu'on pouvait dire au début, c'est quoi un produit data? Est-ce que le MCO d'une centrale nucléaire est un produit data? Qu'est-ce qui fait qu'un produit n'est pas data dans ce cas? Parce que je connais pas trop de produits en fait où il n'y a pas de la data qui véhicule dedans. Donc, et c'est une vraie question que je me pose aussi à moi, c'est-à-dire c'est quoi un produit data ou plutôt qu'est-ce qui n'est pas un produit data? Est-ce qu'un produit data, c'est un produit qui fait circuler la data et qui l'expose? Est-ce que c'est un produit qui spécifiquement
passe par une brique du SI, en l'occurrence la plateforme data qui est l'héritière des plateformes BI d'avant. Mais vu que cette plateforme data aujourd'hui, elle est en train de se désiloter elle-même du monde de la data pour aller dans le monde de l'opérationnel, est-ce que du coup tous les produits sont des produits data parce qu'ils vont passer à un moment par cette plateforme? Est-ce qu'un produit middleware qui est censé faire transiter des données entre deux applis devient aussi un produit data? Donc, est-ce que vraiment il y a une spécialisation produit data, en fait, ou bien est-ce que finalement c'est un produit? En tout cas, pour répondre à ta question sur le premier produit, il n'était pas tagué produit data. Il n'était pas tagué produit data. Du tout. Ouais. Du tout, du tout. Mais c'est pas. Pour moi, les produits data dont on parle aujourd'hui sont, comme tu viens de le dire, sur la BPI, où là, effectivement, c'est des produits BI, ou l'évolution des produits BI, et comme je disais tout à l'heure, qui jusqu'à présent n'étaient pas traités comme des produits. On était dans des approches plus traditionnalistes. Et c'est exactement ce que tu disais, Cédric, sur l'avant-gardiste. On est aujourd'hui dans une transformation de ces outils-là, de ces sujets-là. Et du coup, on met le focus dessus parce qu'on dit, tiens, on va les traiter en produits, etc. Et c'est le nouveau métier à la mode. Mais en fait, c'est juste que le monde de la BI avait un retard culturel, méthodologique sur le monde du software engineering. Et c'est ce qui est en train de se rattraper, quoi. Mais moi, tu connais ma fameuse question. La fameuse question de « et si on ne faisait pas, qu'est-ce qui arriverait ?» C'est est-ce qu'on a vraiment besoin de définir un produit data? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir cette définition précise de ce que c'est? Est-ce que l'idée de se dire qu'un produit reste un produit, c'est-à-dire une unité fonctionnelle qui crée de l'impact, en apportant de la valeur utilisateur, en apportant de la valeur à l'entreprise, est-ce que c'est pas suffisant? Est-ce que finalement ce besoin de spécialisation, je comprends tout à fait le besoin de rassurer les clients, je l'entends tout à fait. Je comprends aussi les spécificités. Et pour moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'une des spécificités que je trouve quand même à certains produits, c'est les produits sur lesquels la data est plus sensible que d'autres. Les produits sur lesquels la data est un peu moins sensible. Les produits sur lesquels la data est plus sensible, ça peut être un axe de différenciation de ces produits-là. Mais est-ce que finalement, on ne partirait pas du principe qu'à partir du moment où on apporte de la valeur à travers un certain nombre de fonctionnalités cohérentes, on crée un produit, et après la catégorisation de ces produits data ou pas, est-ce que c'est vraiment si nécessaire que ça? Mais je reviens sur ce que disait Patrick à l'instant, sur ce qu'est le product manager au final. C'est cette capacité d'appliquer une méthodologie, d'absorber un métier, de comprendre quelles sont les priorités, et tu l'appliques à n'importe quel produit de l'entreprise. Au final, tu restes un product manager. Exactement. D'autres personnes souhaitent réagir? Est-ce que dans le chat, il y a des gens qui ont réagi? Non? Non, on a fait... Tu veux... Ouais, terminé. Allez. Et ensuite, on part à l'apéro. Il serait temps. Allez. Ouais, je pense que surtout, c'est une logique. Enfin, il y a un prisme financier qui est fort. Je pense que la spécialisation, c'est une logique financière derrière parce que, en fait, c'est quoi la différence entre un PO data, etc. En fait, c'est quelqu'un qui a une connaissance sur le sujet. N'importe qui peut l'acquérir. Donc, on est PO, on peut acquérir facilement la connaissance. C'est juste que le client, il ne veut pas payer cette montée en compétences pour logique de rentabilité. C'est ça, je pense que c'est ça vraiment le calcul. Et souvent, c'est le client qui a mis ces mots. Tu regardes, c'est pas nous en tant que PO, on va dire je suis un PO data, je suis un PO machin. C'est souvent les offres que tu vois sur le marché qui vont spécialiser justement pour se dire comme ça, lui, on n'a pas besoin de le former et on va plus vite. Et je pense que le calcul est mauvais parce que j'avais vu une stat il y a longtemps qui disait qu'une compétence dans les années 60, on pouvait vivre dessus 30 ans. Que maintenant, une compétence, elle est valable que 18 mois. Donc, si tu mises sur quelqu'un qui connaît juste son milieu, il va vite devenir bon, performant, contrairement à quelqu'un qui est capable d'apprendre rapidement. Là, tu l'auras toujours avec toi. Tout à fait. Mais je comprends aussi les entreprises. Je te rejoins complètement, mais je comprends les entreprises dans le sens où c'est très difficile à mesurer la capacité d'apprentissage d'une personne. Donc, faire le pari certain de la personne qui maîtrise un sujet, plutôt que faire le pari incertain de la capacité d'évolution, je comprends très vite pour des raisons économiques que ce calcul soit vite résolu en disant, OK, on prend un product owner qui a fait 10 produits data parce qu'on a besoin de la data immédiatement et de travailler dessus. J'entends tout à fait le sentiment économique de faire ce choix-là plutôt que faire monter en compétence, qui a une dimension beaucoup plus incertaine. Mais je vois où tu veux en venir et je pense que nous aussi, alors, quand on dit que c'est le marché qui le fait, mais il y a aussi des product managers aujourd'hui qui se positionnent sur cette spécificité, mais de par la demande du marché. Ils vont se dire, OK, aujourd'hui, je vois 80% des demandes, c'est product manager data.
Voilà, le marché ne va pas très bien aujourd'hui. Allez, je rajoute data sur LinkedIn et c'est parti, quoi. Et je mets 2, 3 trucs data et c'est bon, je me positionne. C'est aussi une réalité. Je veux dire, on va pas, on s'adapte aussi à la demande qui est faite actuellement. Mais je pense qu'on est encore loin du monde où les paris vont être réellement faits par les entreprises sur la capacité d'évolution. Même si on le voit de plus en plus, hein, des entreprises qui le font, mais ils vont jamais prendre des gros risques dessus. En tout cas, moi, je l'ai pas encore vu en prise de risque très élevée. Mais je pense que le project management le project management, c'est un peu un métier qui a déjà par essence en fait cette volatilité, qui fait que sur ces métiers-là, le pari n'est peut-être pas très élevé. Peut-être Non, commencer moi, par c'est ça. ça. J'allais dire, la bonne question que je posais, c'est est-ce que c'est un bon product manager? Si c'est un bon product manager, il saura faire de la data, il saura monter en compétence sur de l'IA, etc. Bonjour. Julien. Du coup, moi, je suis plutôt du côté du coup data, pas du tout PO, etc. Je voulais rajouter en fait cette partie, je pense que tous les data l'ont vécu ou même après potentiellement les PO, c'est qu'en fait la data est un monde ultra concurrentiel de par en fait les technologies qui y sont justement. En fait, chaque technologie qui elles sont développées justement peuvent avoir justement des noms différents, mais finalement avoir le même résultat finalement. Et donc du coup, on va se retrouver nous déjà à devoir se spécialiser, comprendre chaque outil, comment exactement on peut arriver justement au résultat qu'on souhaite avoir. Et du coup, ça implique forcément beaucoup au départ de chaque techno qui sort, ça implique énormément de crash forcément. On a énormément d'attentes, mais derrière on n'arrive pas à avoir le résultat attendu jusqu'à ce qu'on arrive à avoir l'expertise. Et ça, les entreprises l'ont payé à un coût fort. Je pense même qu'ils vont le payer aussi avec l'IA. Ils ont extrêmement investi là, beaucoup, toutes les grandes entreprises, mais ils vont connaître forcément une désillusion à un moment, ça c'est sûr. Mais donc du coup, en fait, c'est où justement nous on rencontre cette situation. Forcément, vous aussi, vous allez la rencontrer parce que eux ils se disent justement si eux comprennent directement ces technos, comment se spécialiser, etc. Derrière, ils se disent qu'ils vont pouvoir arriver à un résultat beaucoup plus rapidement. En fait. Tout à fait. Et donc du coup, ne plus rencontrer ce qu'ils ont déjà vécu, un investissement dans le vide, etc. Blablabla, etc. Tout à fait. Je tendance. Complètement en phase. Et le monde de la data, c'est aussi un monde qui, alors même si data a toujours existé, je trouve que c'est encore en train d'évoluer. C'est-à-dire aujourd'hui, la data est surtout analysée par rapport aux outils que vous utilisez et pas analysée par rapport aux pratiques derrière les outils. Et ça, c'est vraiment le shift que, comme je disais, les crafts ont fait, qu'aujourd'hui manque dans le monde de la data. Et j'ai l'impression que le monde du produit est en train d'aller vers un shift qui n'est pas celui-là, qui est la spécialisation. Mais je crois que la data est encore en train de se développer, de prendre ses marques. Et je pense que petit à petit, les entreprises vont comprendre que c'est le socle initial, le moteur dont Cédric parlait tout à l'heure et dont on parle, qui est vraiment le plus important, parce qu'à partir du moment où tu sais structurer des flux data, à partir du moment où si tu sais structurer ta pensée, tu sais structurer des choses, peu importe le langage de la technologie, tu trouveras un moyen d'y arriver. Ouais. Tu ne te demanderas pas comment utiliser la technologie, tu te demanderas comment, avec cette technologie, atteindre le résultat que tu as déjà conçu. Et c'est vraiment, pour moi, ça la différence entre l'ingénierie du logiciel, du produit et tout ce qui va bien, et la simple exécution des technologies qui existent, quoi. Et aussi, c'est la même chose que le débat est la même chose en data que justement en PO, PM, Scrum Master, etc. C'est qu'en fait, les rôles sont pareils, ils sont totalement différents entre chaque entreprise. Que ce soit un data scientist, data analyst, business analyst, enfin, il y a tous les rôles pareils sont extrêmement différents dans chaque entreprise. Donc du coup, justement, c'est à chaque fois de savoir où le PO peut arriver dans une équipe, comprendre. Bien sûr, on le voit justement, comme tu disais tout à l'heure, il faut le voir par rapport aux compétences qui sont demandées en général. C'est là où on retrouve la vérité. Mais ça varie ça varie énormément dans chaque entreprise, quoi. Ok. Merci pour le partage en clôture. Elisabeth, tu voulais rebondir? C'est bon. En clôture? Et alors, avant de clôturer, juste une phrase. Effectivement, on a parlé de PO, on a parlé de data, et pas un seul moment jusqu'à maintenant on a dit data scientist, data analyst. Et en fait, je pense que ça prouve un point. C'est pas qu'on a oublié ces mots-là, pas du tout. Mais en fait, il y a eu une petite période où en fait on avait énormément ces rôles-là qui revenaient, on va dire, sur la scène. Et comme tu l'as très bien dit, ça s'est tellement, il y a eu je ne sais pas quoi qui a fait que ça s'est tout mélangé. Et PO data. Voilà, PO Data, et en fait, on n'a même pas pensé jusqu'à maintenant à évoquer ces rôles-là qu'on voyait, je pense, en majorité très écrasante, il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, et qu'on ne voit tout d'un coup plus. Donc, ça aurait pu être le sujet d'une autre table ronde. Ouais, ça peut être intéressant, ce sujet sur la data, les rôles de la data dans le produit. Oui, viens réagir. Je sens que t'as fait des volontés. Viens te joindre à nous. Ouais, si je pense que c'est le rôle du PO par rapport à chaque rôle, justement, de tout ce qu'on a, de
de tous les rôles de la data. Je veux dire, que ce soit le data analyst, data scientist, mais le data ing, je pense qu'il peut intervenir à chaque niveau, même pour son propre projet, par exemple, justement. Et il doit comprendre justement chaque rôle, etc., etc. Ouais, pour moi, c'est important aujourd'hui de discerner que le rôle de PO data ne vient pas remplacer les rôles qui existaient sur la data. C'est-à-dire le data scientist, il va continuer à faire des algos. Le data analyst se rapproche plus il peut y avoir cette convergence-là, mais ça reste quand même quelque chose de nouveau. Et en fait, ça fait... On parle du retard culturel du monde de la data par rapport au monde du développement de logiciels. Quand on voit le buzz qu'a été le data mesh il y a un an, c'est-à-dire en gros prendre une plateforme data et la mailler par domaine métier. Et quand j'en parlais avec Cédric à l'époque et qui me disait que ça faisait des années que c'était déjà en place dans les systèmes personnels, on a le même phénomène aujourd'hui sur la partie produit management, tout simplement. On est en train de rattraper un retard et de l'appliquer. Toutes les bonnes pratiques qui ont été découvertes et mises en place, et ben là, on les découvre côté data, mais en fait, c'est pas des nouveautés, quoi. Data Mesh a été un buzz extraordinaire, et avant ça, il y a eu le passage à l'échelle dans le monde de la data, qui a été un buzz extraordinaire, et avant ça, c'était le MVP. Donc on avance avec un petit train de retard, ce qui est pas très grave en soi, parce que comme ça, vous cassez les dents, et puis nous, on arrive derrière. Mais voilà. C'est gratuit. C'est Est-ce que dans le chat, il y a des personnes qui ont réagi auxquelles on peut répondre? Sinon, on va pas tarder à arrêter et passer à l'apéro par ici. Et là, par contre, on n'arrive pas après sur l'apéro. Non, je mets juste l'attention un petit peu sur le commentaire qui dit voilà, je pense aussi que le client perd plus de temps à chercher un PO spécialisé plutôt qu'un PO qui s'entoure des bonnes personnes. Voilà. Et les data aiment bien buzzer. Alors là, je crois que ça va faire l'objet d'une autre table ronde parce que le nombre de concepts data qui existaient déjà avant et qui buzzent tous les jours, il va falloir qu'on en parle de ça un jour. Hein. Ok, bah je pense qu'on arrive à la fin de cette table ronde. En tout cas, oui, vas-y, tu voulais. Vas-y. Ok. Non, je pense qu'on arrive à la fin de cette table ronde. En tout cas, ça nous a fait plaisir d'échanger avec vous sur ces différents sujets. Nous, ce sont des sujets qu'on rencontre tous les jours. Scrum Master, est-ce que c'est un métier qui doit évoluer? Product Owner, PM, est-ce que finalement, c'est des experts qui chipotent entre eux ou est-ce que réellement, c'est une réalité organisationnelle et il faut se confronter à ça? La spécialisation des PM, data, IA, est-ce qu'il faut aller vers ces orientations-là? Je crois que chacun d'entre nous a donné son point de vue. On a convergé sur certaines choses, on a divergé sur d'autres, mais c'est ça qu'on voulait aussi, c'était échanger avec vous, discuter, créer du débat et voir où s'arrêtaient les limites de nos arguments et comment on pouvait les compléter par d'autres ou alors accepter qu'on s'est trompé et qu'il y a d'autres points de vue qui sont peut-être plus intéressants que les nôtres. Donc merci à vous en tout cas d'avoir joué le jeu, d'être venu discuter avec nous autour de ce sujet-là. Je ne peux que appuyer ce que tu dis. Super intéressant. Moi, j'ai adoré voir enfin des techs sur des sujets en cas. Et c'est toujours vraiment extrêmement enrichissant. Je pense qu'il y a un point qui peut clôturer cette séance. Vas-y. Et une image vaut 1000 mots. Oh là là. Une image vaut 1000 mots. Alors, pour ceux Anthony, qui sont restés jusqu'au bout, vous êtes un petit peu récompensés par un petit cadeau de fin Fais-nous plaisir. de table ronde. Ça, c'était l'idée initiale. Nous pouvons conclure sur la vraie image qui venait droit de notre cœur quand on voulait présenter ce meet-up. Exactement. Ça veut plus rien dire. Voilà, ça devient n'importe quoi. On s'en fout, de toute façon, voilà, on travaille. Appelez-le comme vous voulez. Il fait tout compte. Voilà. Et puis ça, on s'en sortira et on s'adaptera. Alors oui, on l'a pas assez dit, mais pour le mot de la fin, moi, mon avis, c'est accepter complètement le flow, tout simplement. Parce qu'il y a peut-être encore des résistances chez les uns et les autres face au changement, des noms de rôles, des noms, etc. Je pense que la seule chose qu'on peut faire et la seule chose qu'on doit faire, c'est accepter le flow, nager dedans et itérer. Surfer sur la vague. On va surfer dessus. Ouais. Allez. Voilà, merci à tout le monde. Merci à tous.